aujourd'hui, c'est un moment, j'ai adoré parce que ce monsieur, c'est un de mes écrivains français préférés parce que il a la chose qui est de plus en plus rare actuellement, c'est de nous surprendre. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, les livres, on a l'impression de toujours lire la même histoire. Et lui, pas du tout. C'est vraiment, si vous avez jamais lu Jean-Guy Soumy, alors il a aussi un avantage, mais qui peut être un inconvénient, il habite dans la Creuse. Donc, quand on écrit un livre dans la Creuse, on veut le faire connaître dans les critiques par les critiques parisiens, c'est très 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 compliqué parce qu'ils ne sont pas très curieux et apparemment les critiques parisiens ne sortent pas du 5e arrondissement. Alors Jean-Guy Soumy, il a écrit beaucoup de choses, hein, et dont 2 bouquins qui m'avaient absolument frappé et même carrément traumatisé. Il avait écrit Le Congrès et le dernier s'appelle La Promesse, chez Robert Laffont. Alors c'est des histoires absolument extraordinaires. Vous pouvez me raconter déjà, oui, racontez-moi parce que c'est vous qui l'écrivez, donc racontez-moi par exemple La Promesse. Alors La Promesse est un roman qui se situe dans l'histoire, ce n'est pas un roman historique, hein. Ça se situe au XVIIIe siècle et il faut savoir que sous l'Ancien Régime, eh bien, les individus ne sont pas des citoyens, ils sont des sujets, ils ne s'appartiennent pas. Et on intentait des procès donc aux suicidés parce que c'était un crime de lèse-majesté royale et divine que de se suicider, son corps ne s'appartenant pas. Et j'ai mis en scène, donc j'ai raconté l'histoire d'une jeune fille amoureuse qui, par dépit amoureux, va s'homicider elle-même, comme on disait à l'époque. Et ce procès va être l'occasion, au fond, de renouer le fil d'un discours amoureux avec l'homme pour lequel elle s'est suicidée. Alors l'histoire est assez extraordinaire, c'est-à-dire que comme elle est morte, on ne peut pas la juger, mais on va considérer qu'on va prendre quelqu'un qui va la remplacer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vrai procès, et ça va être son cousin qui va être choisi, et son cousin va être chargé de la défendre, parce que s'il n'arrive pas à la défendre et à prouver qu'elle ne s'est pas suicidée, c'est terrible, hein, ce qui arrive, c'est-à-dire que la famille est complètement... Oui, on va détruire la mémoire de cette personne, elle va être traînée, son corps va être traîné face contre terre dans les rues de la ville, et en fait c'est un déshonneur qui s'inscrit pour toujours dans l'histoire de la famille. Et alors il y a une scène assez extraordinaire, c'est-à-dire que pour qu'il y ait procès, il faut quand même qu'il y ait une accusée, et cette accusée, elle est morte, et qu'est-ce qu'on fait ? On va l'embaumer. On va l'embaumer, on va la mettre dans une cellule avec les autres prisonniers. Et pendant tout le cours du procès, cette femme va être dans cette cellule embaumée avec les autres prisonniers. Je ne sais pas si vous imaginez la chose, c'est absolument abominable. En plus, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que celui qui va la remplacer, c'est quand même... C'est un amour. Oui, c'est un homme. D'abord, c'est un homme, et ensuite, c'est son amour. C'est l'amour pour lequel, au fond, elle s'est homicidée. Et il faut bien comprendre, ce que je voudrais dire, c'est que malgré les apparences, c'est un roman, au fond, c'est une histoire d'amour, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un homme qui prend sa liberté aussi, parce que oui. Il y a autre chose dans son roman. Alors il y a ça, hein, c'est-à-dire que vous êtes KO quand vous lisez ça, parce que vous dites c'est pas possible que ça ait pu exister. Mais c'est aussi un homme qui habite, qui est le fils d'une grande famille bordelaise. Oui. Donc là, vous avez toute la description de Bordeaux, 18e, avec cette espèce de snobisme. Enfin, on continue la bourgeoisie, on accumule l'argent et tout, et lui décide de partir. Et je vous dis pas où il va partir, mais est-ce qu'il va y arriver d'ailleurs? Et c'est ça aussi, hein, c'est ça. J'ai voulu raconter qu'une amoureuse éconduite, eh bien, au-delà de la mort, a été capable de renouer le fil avec un amour perdu et d'achever au fond l'éducation sentimentale et humaine de l'homme qu'il avait oublié. Et contrairement aux apparences, les plus terribles, c'est pas les hommes dans cette famille, je trouve, c'est les femmes. Parce qu'il y a sa mère qui est absolument abominable. Enfin, moi, je trouve... Elle a des excuses parce qu'elle est éduquée dans cette société, mais elle est abominable avec son fils. Pour un auteur, il y a un vrai plaisir à créer des personnages affreux, méchants, enfin très durs, très impitoyables. C'est un plaisir. Vous l'avez tiré de quelque chose qui a existé, ou c'est votre pure... absolument pas, c'est une création. D'accord. Alors, comment on va arriver, parce que moi, je me dis, comment vous pouvez arriver à trouver des histoires comme ça ? Vous êtes un pervers et vous cherchez les trucs pas possibles, les femmes embaumées dans les prisons, enfin des choses comme ça, ou parce que vous êtes historien aussi?
J'ai orienté mon travail d'auteur sur une histoire des femmes. Enfin, dans tous mes livres, il y a une réflexion sur l'histoire des femmes et sur l'histoire des relations entre les hommes et les femmes. Et donc, je suis amené à lire énormément de travaux d'historiennes qui me passionnent profondément. Par exemple, j'évoquerai les travaux des historiennes qui travaillent dans la revue Clio, qui est publiée au Muraille à Toulouse. Et je cherche dans ces travaux, au fond, des angles morts, des singularités qui diraient quelque chose sur notre société d'aujourd'hui, car je ne suis absolument pas passéiste, je veux parler d'aujourd'hui en racontant des histoires du passé. Il faut préciser aussi qu'il a un style, un superbe style, qui est en plus, moi j'adore ça, parce qu'il a un style avec sa propre musique, mais elle est au service de l'histoire, parce que souvent on a des gens qui se jouent l'écrivain, et l'histoire, il n'y a pas grand-chose, et elle est bouffée par le style, et lui, pas du tout. C'est-à-dire qu'il est vraiment au service de son histoire et de ce qu'il veut faire passer. Je voulais savoir, là, je disais, vous étiez, je plaisantais, mais vous habitez dans la Creuse, qui est un joli pays. C'est un parcours du combattant quand vous êtes dans la Creuse et que vous voulez faire connaître votre livre à Paris. Comment ça se passe ? Eh bien, pour ce qui me concerne, ça a été très long, puisque j'ai longtemps envoyé des manuscrits par la poste, selon l'habitude qu'ont tous les auteurs débutants. C'était il y a 25 ans. Et au fond, la maison Robert Laffont m'a accueilli et je suis resté fidèle à cette maison. Et maintenant, j'ai une relation de confiance avec mon éditeur chez Robert Laffont. Mais effectivement, il y a une sorte d'isolement et d'éloignement du cœur où vit la vie littéraire et intellectuelle de France. Au niveau des journalistes, vous avez des problèmes, vous avez des admirateurs journalistes qui vous suivent, c'est beaucoup plus dur. Je pense que c'est plus difficile effectivement de construire un travail, un univers depuis la province, et ils sont assez rares ceux qui ont réussi actuellement. Je pense par exemple à Eric Holder qui a réussi à s'identifier à un paysage, mais je trouve ça assez beau. Je ne suis pas du tout passéiste, je ne suis pas du tout régionaliste, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut avoir quand même une identité pour affronter le monde dans toute sa liberté, sa généralité. Enfin. Vous avez d'abord voulu être écrivain et après historien, vous êtes d'abord historien et vous êtes devenu écrivain. Comment ça a fonctionné? Ou c'est l'ensemble, les deux coups? Je crois que écrire, c'est une façon d'être, une façon de se comporter, une façon d'être à l'écoute du monde. Et je crois que fondamentalement, ma difficulté dans mon rapport au réel, si j'ose dire, me prédestinait à écrire. Naturellement, l'histoire m'a toujours intéressé, mais au départ, je suis professeur de mathématiques. Ah oui. Vous avez au niveau littéraire, c'est qui vos références, vos admirations ou je ne veux pas en citer trop. Je suis un admirateur très profond de l'œuvre de Jacques Chessais, qui hélas nous a quittés. Oui. Hein. Et puis j'ai beaucoup d'admiration pour certains auteurs étrangers en particulier. Je pense à des auteurs japonais, je pense à Murakami, je pense à des... Ça n'a pas d'influence sur vous. Enfin, non. Ça se ressent pas trop. Chez Sex peut-être, mais oui, chez Sex, oui. Mais par la façon d'appréhender les choses, mais non, mais je lis énormément de littérature étrangère. D'accord. Alors moi, franchement, je trouve que ce monsieur devrait avoir un succès absolument fabuleux parce que il écrit bien, il a des histoires, vous allez apprendre, mais vraiment des tas de choses. Il vous donne envie d'aller voir un peu plus loin, je trouve. C'est ça qui est sympa parce que quand il a écrit Le Congrès, je me suis dit c'est pas possible. Donc j'ai été lire ce qui se passait au XVIIe et ainsi de suite. Et je crois qu'il mérite. C'est un vrai écrivain parce que pour les Parisiens, vous savez, c'est la fameuse école. On dit c'est l'école de Brive ou c'est l'école. Et il y a un côté province, quoi. Je veux dire, si vous habitez dans le 5e arrondissement, vous êtes automatiquement un grand écrivain. Et si vous habitez dans la Creuse, c'est déjà assez louche, hein, parce qu'un type normal, il habite pas dans la Creuse. Hein. C'est pas possible. Un écrivain français, il peut pas habiter dans la Creuse. Voilà.